Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. Ça n'est pas pour me vanter, mais je me souviens qu'il y a 5 ans, quasi jour pour jour, un Premier ministre socialiste imposait le dispositif parlementaire dit du 49.3 à son jeune ministre de l'économie pour faire passer sa loi dite loi pour l'activité, la croissance et l'égalité des chances économiques, instituant par exemple le travail du dimanche, les zones internationales de tourisme ou les cars Macron. Entre parenthèses, moi je veux absolument, quand je serai grand, être titreur de loi dans un ministère quelconque. Apparemment, on doit s'y marrer. Donc, le Premier ministre de l'époque s'appelait Manuel Valls et son ministre de l'économie, Emmanuel Macron, futur Jupiter lui-même. Et que disait Jupiter à l'époque où il ne s'appelait encore qu'Emmanuel Macron? Qu'il en avait gardé un souvenir amer de ce 49.3. Et qu'en disait Édouard Philippe, Premier ministre actuel et député de l'opposition en 2016, lorsque Emmanuel Valls utilisa le 49.3 une 4e fois? Emmanuel Valls, d'ailleurs, le fit 6 fois dans la législature précédente. Eh bien, Édouard Philippe disait « Les députés ont été élus par le peuple et essaient de le représenter. Le 49.3 ne leur permet pas de le faire. » Et pendant ce temps, que disait son autre petit camarade, Bruno Le Maire, lui aussi en 2016 député d'opposition? Qu'est-ce qu'il disait, Bruno Le Maire? Eh bien voilà ce qu'il disait. Quand on est obligé, dans une majorité, d'utiliser un instrument aussi brutal que le 49.3 pour un texte de loi aussi creux, là il parlait du projet de loi travail de El Khomri, eh bien vraiment ça sent la fin de règne. Alors quoi? Tout ça pour ça? 2 ans de concertation avec les syndicats sous la férule d'un négociateur, Jean-Paul Delevoye, plus prompt à négocier ces traitements mensuels que les futurs montants des retraites à venir. Tout ça pour nous bombarder d'une définition d'une retraite à point, sans que jamais on entende parler de la valeur de ce point. Des déclarations jurant crachant que le texte soumis à l'Assemblée nationale pourrait être amendé. Et voilà que samedi, en fin d'après-midi, Édouard Philippe se radine à l'Assemblée nationale entre la poire et le fromage pour dégainer son 49.3, permettant de voter la loi sans la discuter, je vous le rappelle, comme l'écrivait Wally, ce sémillant chanteur aveyronnais, qui est resté à Toulouse pendant toute la semaine au Bijou. Si vous l'avez raté, c'est dommage pour vous. Donc, comme l'écrivait Wally dans la semaine, eh bien, qu'est-ce qui est le plus dangereux? Le coronavirus ou Édouard Philippe? Pendant que l'un nous contraint à nous laver les mains régulièrement, l'autre se lave les mains d'un débat démocratique. À l'heure où les abus sexuels sur mineurs et mineurs éclatent au grand jour, voilà qu'un type et tout un gouvernement avec lui passe en force avec les vieux. Ne serait-il pas temps que l'on se lève tous et qu'on dise que maintenant on n'est plus d'accord? Allez, je vous laisse réfléchir là-dessus. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 31, réalisé ce soir par Marc Lazaro. Ce soir, on parle de théâtre, d'épopée ouvrière, d'écriture militante ou pas. On parle en tout cas de Job, une épopée ouvrière, un spectacle écrit et aussi mis en scène et joué par la compagnie Une Petite Lueur, dont Delphine Alvado, notre invitée du soir, est une des membres. Et puis, elle est là assez rapidement, puisque juste après ça, elle rejoindra l'espace Roguet, où se joue cette pièce ce soir à 20h30. Et puis, dans le courant de l'émission, Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission, nous présentera le prochain concert d'un pavé dans le jazz. Et puis, on parlera aussi d'un anniversaire, un cinquantenaire, un jubilé, dont il est essentiel de discuter un peu dans le courant de cette émission. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. S'il y a un label que l'on suit avec assez
assiduité dans cette émission, c'est bien le label Linoleum, le label des musiques des chemins de traverse, initié vers 2002-2003 par le saxophoniste Laurent Rochelle. Depuis cette date, il y a une trentaine de titres. Linoleum dessine la cartographie d'une scène régionale féconde, aventureuse, inventive, aux confins des musiques improvisées, du jazz, du hip-hop, des musiques minimalistes. Musique hybride en tout cas, bien loin des standards entendus à longueur de temps sur les ondes hertziennes et autres playlists plateformisées. Pour fêter ces presque 2 décennies d'activisme musical, Linoleum fait paraître ces jours-ci une compilation parfait reflet des options actuelles à l'œuvre sur ce label. On y retrouve des extraits de compositions de groupes phares du label, Okidoki, le duo Laurent Rochelle-Marc Sarrazy, Laurent Rochelle alias Tanuki en solo, mais aussi des morceaux d'albums à venir dans l'année, tels que ce Talking to Malkovich avec Mike Ladd à la voix, extrait du prochain album de Marc Sarrazy et Laurent Rochelle qui s'appellera Cyclotimic Songs. C'est caramel mou et c'est tant mieux, on écoute ça tout de suite. I remember I used to see that dude over in the 10th arrondissement. He stayed at some fancy hotel. Wasn't even that fancy. But it was right around the corner from Rue d'Hauteville. That's where I had my studio. Yeah, that happens in Paris. You'd be like, oh, this is John Malkovich. And bam, there's John Malkovich. Malkovich. It's a small town. Malkovich. Forward march soldier, you looking at me. 125 in Madison, seeing people in the shadow of Whole Foods. Amazon needs more Amazons if they want to govern properly. Property intellectual unless it's where the water be or where we're gonna be, ask China Bank. 4 wooden plank and some nails, stale crackers getting soggy. In the soup they made about to get played, make us think we don't. You think they wouldn't? They never did. Nah. You think they wouldn't? They never didn't. Yeah. They made this hell, we built ourselves in it. Yeah, we were forced quick, cut really the tether off. To do something good. Sure it is, but before the umbilicals caught, the basilicas popped. In rubble and shards, I'm harpooning sharks or swimming in lumber yards. Oh goon, I'm the Thunderbird, riding on the cheetah far quicker than the Tesla cars every time I take the earth over Mars. Malkovich. Where we at? From uptown in Harlem to the 10th arrondissement, to the island La Reunion. Malkovich. 11 hours. Malkovich. In the mighty sea, the mighty ocean. Malkovich. Famille de Bessian, about to rattle and shatter the residue in that house. Old vacation home of those notorious slaves, colonial administrators. We are one in a long line of soul restorers to take this house and shake out unwelcome spirits. And that's how you make things good. Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon?
Oui, toujours Joe Kangourou sur Radio Campus et vous écoutez Caramel Mou. Delphine Alvado, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venue dans ce Caramel Mou hebdomadaire nous parler d'une pièce de théâtre qui se joue dans quelques heures. Vous serez à 20h30 à l'espace Roguet avec votre troupe pour jouer ce spectacle. Donc, un spectacle, je le disais en introduction, qui s'empare de l'histoire de Job. On en dira deux mots sur cette histoire de cette entreprise papetière installée route de Blagnac est fermée avec pertes et fracas il y a un peu plus d'une petite quinzaine d'années. Donc un spectacle qui s'appelle Job, une épopée ouvrière. Mais parlez-nous d'abord de la compagnie avec laquelle vous préparez ce spectacle dans une petite lueur. Alors, Compagnie Une Petite Lueur, c'est une compagnie qui a 20 ans. Qui a 20 ans, et qui monte des spectacles depuis 20 ans et qui aime bien, nous aimons bien, travailler sur des faits, partir de faits réels pour monter une histoire. Notamment, par exemple, nous avions travaillé sur l'histoire des sœurs Papin et nous étions documentés avec des archives et tout ça. Et nous avons créé un spectacle à partir de là. Et nous aimons bien aussi travailler avec du papier, sur le papier. Nous avons un autre spectacle, par exemple, qui s'appelle Postscriptum, autour des correspondances en tout genre et qui utilise le papier, le carton, comme support différent dans la scénographie. Voilà. Et donc, l'usine Job, une épopée ouvrière, est un peu la symbiose de ces deux caractéristiques. En fait, c'est la jeunesse du projet. Comment en êtes-vous arrivé à vous emparer d'une telle histoire ouvrière ? Alors, donc moi je suis Delphine Alvado, je travaille souvent avec Anne Bourgès, qui est aussi comédienne sur ce spectacle et qui signe la mise en scène. Nous avions envie depuis quelque temps de parler du monde ouvrier. Et on réfléchissait à comment aborder ce sujet. Et puis un jour, on s'est dit, mais c'est bien sûr, à Toulouse, il y a l'usine Job, qui quand même est une usine emblématique et qui reste très c'est très imagé aussi dans la tête des Toulousains parce que lors des manifestations, ils ont enneigé Toulouse de papier. C'est une lutte qui a duré longtemps avec des péripéties. Et puis, il y a un sens dramatique dans cette histoire. Il y a quand même les personnages principaux, il y a les personnages secondaires, il y a quand même des malversations par un liquidateur judiciaire. Enfin, vraiment, il y a de quoi. C'est une épopée. Voilà. C'est vraiment ça. Il y a des rebondissements. Il y a eu un premier plan social, un deuxième plan social, ça a été racheté par Bolloré, qui l'a vendu à des sociétés écrans, les sociétés GECO, qui étaient soutenues par l'extrême droite israélienne, et puis après, ça a été revendu à un Allemand. Voilà. Et tous ces gens étaient très intéressés par le nom. Pas seulement, plutôt par je vais y arriver, par le secret de fabrication du papier. Parce qu'il se trouve qu'à Job, souvent, on pense à Job, on pense le papier cigarette. Or, l'usine de Toulouse, et là, on l'a appris aussi en creusant dans cette histoire, ce n'est pas une usine de papier cigarette, c'est une usine de papier couché classique, qui a un papier qui est utilisé pour les livres de luxe, par exemple, les livres des musées, les catalogues, des choses comme ça, et qui nécessite un savoir-faire très particulier, unique, et qui donne un papier, comme on le dit souvent dans le spectacle, et comme il le disait, et on pense que c'est vrai, c'est le plus beau papier du monde. Il faut vraiment avoir les ouvriers de Toulouse avaient vraiment un savoir-faire qui n'a pas été récupéré, qui a été perdu. C'était vraiment une richesse. Et voilà. Alors à la fois c'est l'usine de Toulouse, mais c'est aussi l'histoire de beaucoup d'usines et de démantèlement d'usines, comme on en voit partout. Toutes les histoires sont toujours les mêmes. C'est racheté à des gens qui coulent la boîte et après ils disent vous voyez c'était pas rentable, on est obligé de licencier, ou qui disent réduisez vos salaires, comme ça on va sauver tous ensemble l'entreprise. Et c'est partout pareil. Les Samsonite, les Jabi, tout. Et Job
est assez emblématique dans cette histoire. Et c'est vrai que Job, c'est l'histoire d'un dépeçage. Avec le dépeceur national, Vincent Bolloré, il ne faut quand même pas oublier que c'est à partir du rachat de l'entreprise par Vincent Bolloré que Job va couler. Tout à fait. Et il a beau la donner à 1 franc symbolique à Geco, puisque c'est pour 1 franc symbolique qu'il la vendra à Geco. Il aura eu le temps, pendant la dizaine d'années où il en aura été le propriétaire, de tout vendre, y compris tous les immeubles et tous les bureaux que Job avait, notamment sur les boulevards à Toulouse. Et il vendra tout. Il la donnera pour 1 franc symbolique. Geco, en 9 mois, la revendra pour 10 millions. Et effectivement, Scheffelen, le 3e repreneur, fera en sorte que la production faite à Toulouse parte en Allemagne pour y être transformée, ce qui fait qu'à Toulouse, on n'y faisait quasiment plus rien, sauf produire ce fameux papier. Voilà, mais ça n'a jamais pu être vraiment fait parce qu'ils sont partis sans le savoir-faire. Et donc, les machines, ils ont délocalisé les machines, mais les machines, il fallait vraiment un savoir-faire pour les faire marcher, donc ça n'a pas fonctionné. Et ils ont sciemment coulé la boîte. Et on peut le dire parce qu'il y a eu des procès, il y a eu des gens condamnés pour ça. Sauf Bolloré. Évidemment. Mais il y a des gens qui ont été en prison à cause de ça. C'est-à-dire qu'ils ont sciemment coulé la boîte par exemple, en achetant des piscines alors qu'ils n'avaient pas de quoi s'acheter un stylo. Enfin voilà, il y a des faits réels, quoi. Et c'est ce qu'on raconte, c'est qu'il y a une lutte. Et puis c'est aussi, c'est presque une histoire policière parce qu'à un moment donné, ils s'en rendent compte. Donc les gens de la comptabilité photocopient des factures qu'ils voient passer. Puis ils savent pas quoi faire. Alors à un moment donné, ils se disent on va boucher l'embouchure. Ils jettent les bobines de papier avec le Fenwick, mais les bobines ne coulent pas. Et enfin voilà, il y a plein de péripéties comme ça. Donc c'est à la fois une histoire universelle, une histoire où nous on avait envie de parler de ça aussi parce que ça nous touche. Et évidemment, on parle pas de ce sujet-là si on n'est pas concerné par ce qui se passe en ce moment et les problèmes de chômage et de toutes ces usines qui sont rachetées à moindre coût et délocalisées. Mais il y a aussi ce côté un peu... feuilletonesque, voilà. Polar, c'est vrai que c'est haletant. Je parlais aussi de second couteau dans cette histoire. Il y a cette espèce de liquidateur judiciaire qui se fait épingler, et c'est notamment l'histoire des factures et qui sont données finalement au SRPJ à Toulouse qui commence une enquête. Il y a cette espèce de liquidateur judiciaire qui va être quand même condamné à 4 ans de prison, qui sera rayé du barreau. Enfin, c'est pas un avocat, mais rayé des cadres. Il ne peut plus exercer, et on s'est aperçu qu'il avait fait déjà ça pour Mixar à Toulouse, d'entreprises dans le Gers, et c'est vrai que c'est les ouvriers qui découvrent le poteau rose. Oui, c'est presque une histoire de mafia en fait. On se retrouve avec plein de... C'est pas presque, c'est une mafia. C'est une mafia. Et alors, la particularité aussi à Toulouse, qui est quand même... intéressante aussi pour nous comédiens et nous monde du spectacle, c'est qu'ils ont fait de ce lieu aussi, après, il y a eu toute une volonté, ils n'ont pas lâché le lieu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'usines en France qui sont après devenues des lieux culturels. Des théâtres, des... À Nantes, le lieu unique, c'était les anciennes usines Lu. Voilà, c'est très, à un moment donné, c'est très à la mode et c'est très chouette, d'ailleurs. Mais ce qui s'est passé à Toulouse, c'est quand même particulier parce que c'est les ouvriers qui, eux, ont œuvré pour que ce lieu ne soit pas abandonné. Ça n'a pas été repris par la DRAC qui dit on va transformer cette usine en lieu culturel. C'est eux qui ont œuvré, qui se sont battus pour sauver le bâtiment. Donc la fameuse tour Job qu'on voit encore au 7 Deniers, ils ont eu la chance parce que comme c'est Art déco, ils ont pu la faire classer, donc elle a échappé à la destruction, et ils ont vraiment bataillé pendant des années pour que ce lieu revive. Et donc maintenant, il y a l'espace culturel, il y a l'école musicale, il y a une piscine, et c'est vraiment encore un lieu où les gens du quartier viennent. Ouais. C'est vraiment un lieu populaire au bon sens du terme. Puisque la gestion du lieu, même si ce lieu est municipal, la gestion du lieu se fait dans une régie où il y a des membres de la municipalité, mais aussi des associations du quartier, donc les associations du 7 Deniers, les 7 Deniers animés en particulier, et aussi des représentants de l'association Après Job, l'association, voilà, l'association qui s'est occupée aussi pendant très longtemps du reclassement des ouvriers et qui a lutté pour que l'ensemble des ouvriers soient reclassés. Tout à fait. Donc il y a le collectif Job, il y a l'espace culturel qui dépend de la mairie, et tout ça fonctionne ensemble, et voilà, ils sont encore là et encore très militants.
Comment s'approprie-t-on cette histoire en tant qu'artiste et que théâtreux? Alors, Comment on avec s'approprie? Anne Bourgès, on a passé une commande à une autrice, Sarah Freinet, qui est une autrice toulousaine, et parce qu'elle travaillait comme ça aussi, ça nous intéressait, et elle a travaillé à partir des témoignages. Donc elle a rencontré les gens, elle a rencontré des ouvriers, elle a rencontré l'architecte qui a fait le projet après, elle a rencontré l'inspecteur du travail qui a eu un rôle un peu, c'était un peu Zorro dans l'histoire aussi. C'est assez étonnant, quoi. Ça a révélé des personnes et elle a rencontré tous ces gens et elle a écrit à partir de ce texte. Et donc, ça part de témoignages réels, mais il y a une création dessus. Donc, ces personnages ces personnes vraies deviennent pour nous des personnages. Et après, nous, on s'est emparé du texte de Sarah et on a aussi travaillé sur notre propre vision de ce texte-là. Et on est 4 filles sur le plateau. Donc, j'ai cité Anne Bourgès, mais il y a aussi Dominique Brugg, comédienne. Et Kantouta Varley, qui est la régisseuse, la scénographe et costumière du spectacle, qui est avec nous sur le plateau, qui est à vue, la régie est à vue, et qui fait des choses avec nous. Parce qu'on construit tous cette histoire. L'idée, c'était ça, c'était comment on va raconter, nous, cette histoire, comment on va la construire. Et on a utilisé ce fabuleux outil qui est le papier. Donc, il y a toute une scénographie aussi avec le papier. Avec des bobines. Ouais. Avec quand même cette idée qui peut paraître un peu compliquée, dans le traitement de l'histoire, quels épisodes garder, comment les agencer, quels personnages mettre en avant, et puis avec l'idée sous-jacente, quel objectif? Qu'est-ce que vous voulez montrer? Qu'est-ce que vous voulez dire de ce monde ouvrier sur lequel vous vous impliquez là pour le coup? Alors je pense que en fait, c'est raconter l'histoire aussi simplement que ça puisse paraître, c'est-à-dire ne serait-ce que raconter l'histoire comme elle s'est déroulée. Alors bien sûr, on a un parti pris. On ne va pas dire que Bolloré c'est le plus gentil du monde, mais ça suffit on délivre des faits, quoi. Après, on délivre des faits qui sont réécrits, donc c'est un objet artistique quand même. Et donc il y a toute on raconte l'épopée et l'épopée est ponctuée de temps en temps par des monopolies un peu surréalistes où il y a les méchants, c'est-à-dire Bolloré, Scheffelen, et le rachat et tout ça s'explique par ces parties de Monopoly. Et c'est vraiment une trouvaille de Sarah Freinet. C'est vraiment ça, quoi. Je te donne ça, j'ai pas pris la carte de communauté, j'ai pas payé. Enfin, c'est vraiment de ce niveau-là. Et de temps en temps, on passe sur la case chance et rarement dans la case prison. C'est ça. Exactement. Et même à un moment donné, il tire la carte prison, mais il décide que comme il a fait un double, il rejoue, même s'il n'a pas le droit. Ce qui est effectivement une version pas très édulcorée de la réalité du capitalisme actuellement en œuvre. On est très proche. Est-ce que vous avez l'impression d'œuvrer dans ce qu'on a appelé dans les années 70 le théâtre militant ? Alors, c'est une grande question que je me pose encore. Je sais pas trop comment ça fonctionnait dans les années 70. Enfin, j'ai une très vague idée. C'est vrai que on va pas le cacher. Si on monte ce spectacle-là, c'est parce que on a envie de dire ces choses-là. Donc, c'est du militantisme. Mais on n'oublie pas quand même que c'est avant tout, c'est aussi un objet artistique. C'est-à-dire que sinon, on prend des documents et on va les lire et tout ça. C'est pas ça. Ça, c'est vraiment, on a fait un objet artistique de cette histoire-là. Donc, je pense qu'il y a vraiment les deux qui sont vraiment imbriqués. Et je pense que, vous viendrez voir le spectacle, mais je pense vraiment que nous, on interprète ces ouvriers. Voilà, on interprète aussi Bolloré, Scheffelen et tout ça, mais ce sont des personnages un peu plus caricaturaux. Et je pense qu'on défend sur scène la parole des ouvriers. Et rien que ça, je pense, suffit à faire que c'est militants.
Très bien, ben voilà, c'était donc une petite intervention de Delphine Alvano autour de ce spectacle Job, une épopée ouvrière que l'on peut voir à partir de 20h30 à l'espace Roguet ce soir avec une reprise qui sera faite le 27 mars à l'espace Job. Donc oui, tout à fait. sur les lieux même du crime. Exactement. J'allais dire. Merci beaucoup en tout cas Merci Delphine à vous. Alvano d'être venue nous parler de ce spectacle.
Voilà. On vient d'écouter Thousands Helmets of Gold d'un groupe qu'on va commencer à découvrir ici à Toulouse. C'est le groupe Slift, groupe toulousain, trio absolument dément, capable de faire des morceaux de 2 minutes, mais également des morceaux de 10-12 minutes. Ça pète dans tous les sens. Et donc, je vous passe ce morceau ce soir parce que demain soir, ils seront à Mixar Myris pour fêter la sortie de leur nouvel album. Nouvel album. Des jeunes musiciens, ça. Et c'est, ouais. Oui, parce qu'on dirait qu'ils ont grandi dans les années 70. Ouais, voilà. Ou alors ils ont récupéré les disques de leur papa, certainement. Ouais. Sûrement. Bon, c'est des musiciens qui sont autour de la trentaine. Mais, mais quand ils ont récupéré des vinyles de leur papa, certainement. Ouais. Sans doute, peut-être même plus jeune que la trentaine, sans doute. Mais il y a une énergie, Merci de cette découverte. Et sur scène qui est assez étonnante. Rappelez-vous, si vous êtes des aficionados de cette émission, quand on avait rencontré les créateurs du printemps des transmusicales de Rennes, qui étaient venus dans un caramel mou fin juin, ils nous avaient dit qu'ils venaient de signer le contrat d'engagement pour les transmusicales 2019 de ce groupe de Toulouse. Et je pense qu'on n'a pas fini d'en parler de ce groupe-là, en plus avec une pochette en noir et blanc inspirée des dessins de Druillet. On dirait le surfeur d'argent. D'accord. Enfin, ils sont vraiment vous êtes un vrai découvreur. Ouais, je suis très content de faire des émissions avec vous. Vous reviendrez, Jean-Pierre Lérac. Donc, vous l'avez reconnu, Jean-Pierre Lérac est parmi nous. Donc, pour nous parler de 2 choses ce soir, son traditionnel concert du pavé, puisque l'association Un pavé dans le jazz continue à programmer jusqu'au mois de juin de la musique au Théâtre du Pavé et ailleurs. Jean-Pierre nous le dira dans 2 secondes. Mais aussi pour parler d'un événement assez important pour les aficionados de musique, même si je trouve que actuellement la production, autant sur scène que sur disque, de Magma, puisque c'est d'eux dont on va parler maintenant, et bon, n'est pas forcément folichonne en ce moment, mais enfin Magma vient fêter demain soir ses 50 ans à la Holograin. Bon, c'est un petit événement, même si pour ma part, j'irai plutôt voir du côté de Mixar Myris avec ce concert dont on vient de parler là de Slift. Jean-Pierre, Magma. Magma, je n'avais pas prévu d'en parler, mais je vais en parler avec plaisir. Alors, si on a 1 heure d'émission, je peux aussi en parler pendant 1 heure, parce que c'est vraiment un groupe qui a marqué ma vie, ça, c'est incontestable. Alors c'est vrai que, bon, je dirais quand même, c'est le groupe qui m'a amené à écouter de la musique. Ça je leur serai à jamais reconnaissant. Et que un jour, à 16 ans, j'ai eu droit pour la première fois à aller voir un concert à Revel. Et puis voilà. Et puis je dis toujours, c'est le ciel qui m'est tombé sur la tête ce jour-là. Je suis resté, j'ai mis 15 ans pour m'en remettre. C'était quelque chose, je savais pas d'où ça arrivait, quoi. Et c'est vrai que c'était quand même les meilleures formations de Magma. Et c'est vrai que j'ai toujours suivi Magma, parce que c'est vrai que là, eux, ils fêtent leurs 50 ans. Mais c'est pas comme les groupes qui de temps en temps qui font ce genre d'anniversaire et qui s'aperçoivent qu'il leur manque d'argent, ils reviennent sur la scène comme ça. Magma n'a jamais arrêté pendant 50 ans. Peut-être un petit peu dans les années 90, un petit peu de faiblesse, mais ils sont toujours restés et les publics se sont toujours renouvelés. C'est ça qui est assez extraordinaire. À chaque fois que je venais, il y avait des jeunes qui venaient voir Magma. Les anciens sont là. C'est quand même un groupe qui, je crois, dans l'histoire de la musique au monde, a une histoire tout à fait singulière. Il y a personne qui a fait ça. Et c'est vrai que c'est vrai que maintenant je suis moins évidemment branché sur la musique de Magma, mais j'ai toujours plaisir encore à aller les voir, parce que ça garde quand même toujours cette chose que Magma, ça ressemble à rien d'autre, quoi. Ça ressemble à plein de musique, mais il y a vraiment la musique de Magma. Et pour voir au moins une fois Christian Vander derrière une batterie. Voilà, alors pour ça, je recommande, parce que c'est vrai qu'il a pris quelques années, et je recommande, si vous voulez vraiment voir ce que c'était que Vander dans les années 70, aller voir des concerts qui sont encore sur YouTube, notamment un concert à l'hippodrome de Pantin. Oui. Et donc, qui sont vraiment, et là, quand on revoit Vander jouer à ce moment-là, c'est complètement hallucinant, quoi. Vraiment, le mot n'est pas exagéré, là. Donc ça, c'est Magma demain à la Holograin. Oui, juste quand même que à la Holograin, bon, déjà c'est prestigieux, mais enfin, le prix d'entrée est assez dissuasif, à mon avis, quand même. Est assez prestigieux aussi. C'est étonnant, quoi, 70 € l'entrée.
Bon, c'est moins cher que Lenny Kravitz à Marciac, mais c'est quand même assez, un peu... Donc nous irons à Mixar Myris demain pour aller voir Slift, puisque en plus la participation n'est pas obligatoire mais nécessaire. On écoute un peu de musique tout de suite et puis on enchaîne sur le concert du Théâtre du Pavé de la semaine prochaine. Voilà Jean-Pierre, on vient d'écouter Ostra Kinda. Vous nous dites 2 mots sur ce concert qui est le prochain concert du théâtre d'un pavé dans le jazz qui aura lieu au Théâtre du Pavé le 15 mars. Ça sera lieu le 15 mars, donc dimanche prochain, et donc ça sera 18h, donc vous aurez le temps d'aller voter avant, si vous avez envie de voter évidemment. Mais je pense que c'est bien quand même. Il y a des fois, c'est nécessaire. On en parlera en fin d'émission, ne serait-ce que pour le Ravelin. Continuez, Jean-Pierre. Voilà, donc cette soirée, il y aura 2 trios. Nous présentons 2 trios. Un trio toulousain, un trio parisien. Et 2 trios qui, évidemment, font des musiques très différentes. C'est un peu l'intérêt, sinon la soirée serait pour monotone. Donc, le trio toulousain se servait des musiciens qui sont quand même finalement, c'est bizarre de les voir ensemble, mais voilà, qui ont des univers différents, mais c'est 3 personnalités qu'on connaît dans ce monde du jazz. Youssef Ghezal, c'est un contrebassiste qu'on a, son dernier groupe s'appelle Chat Quartet, dont on a eu l'occasion de parler ici. On l'a vu sur pas mal d'expériences, notamment avec la rallonge, sur des expériences de musique et de cinéma. Voilà, c'est quelqu'un de très actif. Il était aussi dans cette espèce de projet qui racontait l'histoire du canal du Midi. Voilà, Merversible, il est encore dans l'orchestre de Merversible, voilà. Et puis, on l'a pu aussi le voir dans la chanson, puisque c'était le contrebassiste de la première version du répertoire de Corentin Grelier, qui s'appelait Camus à l'époque, et il faisait aussi dans la chanson. Très actif et super contrebassiste. On retrouve Eddie Boubaker. Est-ce qu'on présente Eddie Boubaker, qui est une figure de la musique improvisée sur Toulouse? Ce sont aussi des musiciens, mais ce sont des agitateurs, puisque Eddie Boubaker, vous savez, il a longtemps programmé à la Maison Peinte. Maintenant, il est moins programmateur, il est que musicien. C'est un bassiste, c'est une figure de la musique improvisée toulousaine. Et puis, Laurent Wizoul, lui aussi, c'est quelqu'un qu'on voit sur tous les concerts. C'est autant un spectateur qu'un musicien, mais il est également organisateur. Et comme programmateur, puisque Archipel, c'est lui qui fait les soirées Archipel. Les soirées sur le fil à Archipel, où c'est souvent des rencontres musiciens improvisés et de danseurs. Plasticiens ou danseurs. Et plasticiens et danseurs. Voilà, là il joue, il est un guitariste et clarinettiste. Là, sur ce trio, il est plutôt clarinettiste. Donc voilà, c'est un trio assez récent. Ils ont travaillé au SIAM en résidence. J'ai eu l'occasion d'aller les voir. On a vraiment envie de présenter parce que c'est une musique, très très belle musique. Ils travaillent vraiment sur la matière sonore et c'est vraiment, moi je suis ravi de faire découvrir ça. C'est vraiment un très très bel univers. Et ensuite, nous aurons Ostra Kinda. Donc, le groupe dont on vient d'entendre une petite minute de musique. On va en écouter une autre petite minute à la fin de votre chronique. Là aussi, c'est rencontre de personnages. Et là, j'ai dit que parisien, en fait, là, j'ai un peu menti, c'était pour faciliter la chose. En fait, il y a qu'Olivier Lété, qui est un musicien parisien. Olivier Lété, qui fait partie de ces générations qui sortent du conservatoire parisien. Et alors, vous allez peut-être me poser la question, est-ce que c'est le fils de Christian Lété, le batteur? Est-ce que c'est le fils de Christian Lété, le batteur? Je ne sais pas. Mais je crois. Je crois parce qu'il me semble qu'en discutant avec Olivier, il me l'a dit, ce n'est qu'un détail. Mais donc, il y a certainement une hérédité là-dedans.
il y a une réalité là-dedans. Et donc, de lui, il joue de la basse et il s'est entouré vraiment, alors là, j'ai envie de dire, deux personnages complètement atypiques, hein, vraiment dans le monde du jazz. Emery Kavis. Alors, Emery Kavis, c'est un trompettiste, mais on l'a découvert au travers du groupe Jean-Louis, je ne sais pas si vous vous souvenez, et c'est vrai qu'on découvrait aussi, en même temps, une autre façon de jouer de la trompette, puisque c'est la façon avec de l'électronique, de graver des sons qui n'ont rien à voir avec la trompette. Et c'est vrai que c'était un groupe qui faisait une musique très, très rock, et avec des sons assez étonnants. Mais Emery Kavis, c'est aussi un trompettiste de jazz on l'a pu l'entendre sur le morceau qu'on vient d'écouter, qui a un phrasé magnifique. Pour moi, c'est un des plus beaux trompettistes français, vraiment dans les tout meilleurs. Et donc, c'est un bel univers. Et avec Thomas Gouban. Alors, Thomas Gouban, lui, c'est plutôt un ovni. C'est quelqu'un qui... lui, vraiment, c'est quelqu'un qui vient de la campagne. Alors, c'est quelqu'un qui joue avec les pierres, avec les végétaux. C'est un être assez particulier. Il fait beaucoup de solos, justement, avec les pierres, mais des fois, il est batteur. Il joue un petit peu percussionniste, un petit peu batteur. Il a vraiment un univers à lui. Sur ce trio, il est plus batteur. Ça me fait plaisir de le voir aussi dans cet exercice. Il faut savoir que Thomas Gouban, lui aussi, est un peu toulousain. Il a fait ses classes à Toulouse. On l'a vu souvent jouer dans les années 90, début 2000, au Mandala. Oui, tout à fait. Donc, c'est un enfant de Toulouse. Et voilà, moi, c'est un être que j'aime beaucoup. Mais donc, t'es curieux de voir qu'est-ce que c'est cette musique qui sort de trois musiciens qui sont des univers très différents. Et c'est vrai ils sont partis sur une musique qui est plutôt inspirée des trans, façon Terry Riley, certains morceaux de Miles Davis aussi. Et ça donne cette musique avec quand même des compositions. C'est quand même pas mal de mélodies. Et voilà, donc c'est vraiment deux trios avec des musiques très différentes. Et moi, je trouve que c'est bien de pouvoir, dans la soirée, de voyager sur ces deux mondes musicaux, quoi. Voilà, donc ça, c'est visible au Théâtre du Pavé, dans le cadre des concerts organisés par Un Pavé dans le Jazz, Ostrakinda en deuxième partie, et le trio toulousain qui s'appelle Danza Cosmos. Alors, je ne sais pas si nous l'avons dit. Non, Danza Cosmos. Danza Cosmos. Voilà, donc ça c'est pas facile, les deux noms. Ouais. C'est le 15 mars, dimanche prochain à 18h au Théâtre du Pavé. Allez, on va écouter un petit peu de musique encore de Ostrakinda avant de passer à la suite. Merci Jean-Pierre. Voilà, c'était donc un deuxième extrait de Ostrakinda, un morceau plus doux que le premier, donc pour vous dire que dans cette soirée que nous passerons au Pavé dimanche prochain, il va y en avoir des vertes et des pas mûres, des changements d'ambiance, de texture, de paysage sonore, enfin un bon concert d'un Pavé dans le jazz. Jean-Pierre Lérac, merci en tout cas pour cette intervention. Et puis, puisque pour une fois nous avons un peu de temps, nous avons largement le temps de parler des concerts du soir. Concerts du soir qui, comme tous les vendredis, sont plutôt pléthoriques, et ça commence aux alentours de 20h30 à l'impro avec ce soir Flûtos Sphérique Project, un collectif de flûtistes autour d'un répertoire amenant autant l'auditeur vers le Maghreb que vers les Balkans,
l'Amérique du Sud ou la Bretagne. Donc, avec un seul point commun dans ces musiques, c'est qu'elles sont jouées à la flûte. Et donc, voilà, c'est Flûtosphérique Project, ce soir à 20h30 à l'Impro. Si vous êtes du côté du Caméléon ce soir, Rémi Savignat et Thierry Di Filippo, ils seront pour un duo ou de guitare électrique à partir de 20h30. Ce soir encore, le collectif toulousain Antistatique organise au Métronome à partir de 20h30 un trip plateau avec les Bordelais de Mars Red Sky, les Toulousains de Toucan et également les Toulousains de Silent Whale Becomes a Dream. Donc ça, c'est au Métronome ce soir à 20h30. Nicolas Voilé, c'est du rock, ça, c'est autre chose à partir de 20h30. Si vous aimez le hip-hop, il y en a ce soir à Toulouse. Ça se passe du côté de l'usine à musique. Je le dis toujours, l'usine à musique, c'est cette salle qui a ouvert il y a à peu près un an et demi et qui se trouve entre Ginestou et le stade Ernest Vallon. Donc du hip-hop à l'usine à musique à 20h30 avec La Fosse, Beatty Clan, Les Autres et Dirty Beat. I'm Mine, eux, seront à Launaguet ce soir à 21h. C'est du rock dans le cadre, enfin c'est de la pop rock, dans le cadre du festival de guitare d'Aucanville qui a commencé jeudi soir. Le Gabriel Delmas Trio Jazz Fusion à Maison Blanche à 21h. Addis Black Mamba, ça c'est toujours un groupe que j'adore revoir sur scène. C'est de l'Ethio Jazz et c'est ce soir à 21h au Taquin. Addis Black Mamba. Enfin, au Bijou, il y a aussi du hip-hop, de la chanson hip-hop avec Midjazz qui sera accompagné pour ce concert de la harpiste Rebecca Ferron et également de Martin Ballan au clavier. Donc tout ça, c'est pour les concerts de ce soir. Et puis, si vous êtes des habitués de cette émission, vous savez que régulièrement, j'annonce aussi les concerts d'un lieu qui ne fait pas partie de ma liste de propositions de concerts ce soir. Ce lieu, c'est le Ravelin. Le Ravelin, bar de quartier qui, chaque week-end, propose une programmation axée le plus souvent sur des musiques plutôt sauvages, rock garage, punk, et même parfois des formats plus expérimentaux, comme la semaine dernière avec ces 2 solos de batterie qui devaient avoir lieu dans ce lieu donc vendredi dernier et qui ont été annulés parce que il y a la bêtise crasse de nouveaux voisins qui viennent de découvrir, une fois installés, qu'un bar musical, ça fait du bruit. La mairie, dans ces cas-là, n'hésite pas, verbalisation et mise en demeure, de réduire le volume sonore avant la reprise de tout concert, sinon c'est la fermeture définitive. Du coup, pour le moment, plus de concerts au Ravelin. On serre l'étau avec plastronné en décembre dernier Olivier Arzac, l'adjoint à la sécurité publique de Toulouse. Ça se confirme. Les prochains sur la liste pourraient être la Cavaroc du côté de la gare ou l'itinéraire bis. Le but du jeu étant de cantonner la musique et puis généralement la vie nocturne toulousaine le plus loin possible du centre-ville. Ce qui aurait, convenons-en Jean-Pierre Lérac, nettement moins de sel si on n'était plus capable d'aller au centre-ville pour aller écouter de la musique. Je suis d'accord. Voilà. En attendant, Caramel Mou vous invite à signer la pétition en ligne pour soutenir le Ravelin. Vous marquez pétition le Ravelin sur n'importe quel moteur de recherche vous conduira donc à cette pétition. Et puis comme ça, une petite question. Il n'y a pas des élections dans pas très longtemps à Toulouse ? Écoutez, il me semble. Voilà. Et c'est peut-être le moment de pouvoir dire aussi aux municipalités qui vont arriver que une ville sans vie nocturne, c'est pas tout à fait une ville. Il y a une des listes qui s'est plutôt engagée pour défendre ce type de... Voilà, puisque hier, il faisait une conférence de presse, NPA pour ne pas la citer, il faisait une conférence de presse justement en soutien au Ravelin et en soutien à toutes ces salles, je l'ai cité, la Cavaroc ou Itinéraire bis, qui pourraient faire les frais prochainement de ces mises en demeure. Voilà, en tout cas, la musique reste importante à Toulouse. Cette liste de concerts vient de vous en donner une petite preuve. Et on va écouter des gens qui, justement, ce soir, jouent à Toulouse, enfin à Launaguet, dans le cadre du festival de guitare d'Aucanville. Il s'appelle I'm Mine. On écoute Aviator, c'est extrait de leur album de l'an dernier, Ellipsis, I'm Mine. If you feel like a loser, stop being cynical. Come on and take it over, make it better, aviator. If it's your only pleasure, just sing your lonely song. Come on and sing it loud, make it better, aviator. If
logical. You and I together make it better at the end. Voilà, I Me Mine, Aviator, I Me Mine, qu'on pourra donc écouter dans le cadre du festival de guitare d'Aucanville, que l'on pourra écouter ce soir à Launaguet, puisque c'est ce soir à Launaguet que ce groupe se produira. On va, c'est presque l'heure de se quitter, mais il nous reste encore un tout petit peu de temps et je voudrais vous faire écouter quelque chose qui m'est arrivé dans les oreilles hier par la voix magique d'un petit fichier MP3 sur mon ordinateur. Je vous explique le truc. Mardi dernier, j'étais donc à Oz, vous savez, ce grand mini-festival organisé par le Zénith et par une association menée par Gilles Lemaire. Il y avait également le magazine Clutch dans l'histoire. Donc il y avait cette soirée qui, malgré le coronavirus et toutes les mesures drastiques pour empêcher la contagion nationale, n'empêche que ce petit festival a été maintenu. J'ai pris 2-3 claques d'ailleurs, et notamment Princess Thailand qui était venue dans ce studio il y a 15 jours. Ça, je veux absolument les revoir plus d'une demi-heure. C'est une claque sonore magnifique. Donc ça a vraiment été pour moi le concert du soir. Et puis parmi les gens que j'ai pu croiser, je tombe à un moment donné sur Simon Portefait, qui est le batteur qui a longtemps joué avec Chouf sur scène, qui a longtemps joué avec aussi Guillaume Lopez sur scène également, et qui était à l'origine du Wayne Quartet il y a quelques années, un musicien qui joue à Toulouse régulièrement, scène jazz et compagnie. Et on parle de son nouveau projet, Anto Artix. Faudra quand même un jour que les groupes de Toulouse fassent des noms de groupes un peu plus simples. Anto Artix, un trio qui s'apprête à sortir un clip qui sort ce soir là. Il y en a un deuxième qui sortira dans le mois d'avril, avant un premier EP qui sortira à la rentrée automnale. 3 musiciens qui viennent de l'univers du jazz toulousain. Il y a Sophie Le Morzadec à la voix, il y a Simon Portefait donc à la batterie, et Guillaume Pic qui peut jouer autant du trombone que des claviers que de la guitare. Et là, ils font quelque chose de très très pop, très trip-hop. Ils s'en sont donnés à cœur joie apparemment. Et évidemment, j'ai demandé à Simon Portefait de m'envoyer un petit fichier que j'ai reçu hier. Et on va finir l'émission avec ce morceau de Anto Artix, Expectation. Ça s'appelle Mother. Tout de suite, ce morceau. All this mother job love
child that gone, the man is out. Guess who's left? Silence rooms, an empty house. Guess who's left? An attic full with no roof. Guess who's left? The broken swing, the dying dog. Guess who's left? And then, yes, all these mothers of love I express. All of my love, my gratitude. All these mothers of love I sing and dance for you. She's breathing in this land. She's looking for the sand. Now she could be the only one in her mind. A time that now so she can lace every day. She feels so fine, she found a love, a new life. Not so easy to be a mom, a father, wife. And then, yes, who's left? The best, powerful. All these mothers of love I express. All of my love, my gratitude. All these mothers of love I sing and dance for you. All these mothers of love I express. All of my love, my gratitude. All these mothers of love I sing and dance for you. Voilà, c'était Mothers par le groupe toulousain Anto Artix. Ce soir, il y a une vidéo qui est mise en ligne sur le net. Une deuxième au mois d'avril. Le EP sortira à l'automne prochain. Pas de concert encore prévu à Toulouse, mais ça devrait pas tarder. Je vous rappelle, ce trio, c'est Simon Portefeuille à la batterie, Sophie Lemorzadec à la voix et Guillaume Pic à plein de choses. Voilà, on va se quitter dans 3 secondes. Juste le temps de rappeler que les Bedmakers seront au Taquin jeudi prochain. Ça sera le 12 mars. Et peut-être un dernier concert. À vous de faire le choix de la chanteuse Kazé, enfin la rappeuse Kazé, voilà, qui sera en connexion le même jour. Peut-être en jonglant, on peut arriver à faire les deux. Peut-être. Voilà, donc à Osang, aux connexions, le 12 mars et le même soir, Bedmakers au Taquin à partir de 21h. Voilà, Caramel Mousse est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse. Et maintenant, je vous laisse entre les mains expertes de John Little pour un nouveau Little by Little show. Et lui, il doit jubiler parce que pour une fois, je termine à l'heure. Salut les filles. Caramel. Caramel.